C'est parti, 10h45, vous êtes en direct sur la chaîne Bismart, vous regardez le grand débrief de l'ActuTech. Et aujourd'hui, les débriefeurs sont, j'ai nommé, Maître Itéanu, Alexandra Itéanu du cabinet Itéanu Avocat. Bienvenue. Bonjour Alexandra. Alain Staron est également avec nous, le disrupteur Alain Staron, évidemment, CEO d'Artifil. Et Stéphane Villard fait partie de la bande aujourd'hui. Bonjour Stéphane, Deloitte associé responsable, vous, sur évidemment les sujets de technologie, mais aussi de télécommunication, parce qu'on va en parler des télécoms. On va faire notre revue de presse. On va sortir nos cartons rouges et verts pour dire ce qu'on pense de l'entrée en bourse de SpaceX. Attention, ça se rapproche. De la loi résilience qui n'est toujours pas au programme, au gouvernement. Et puis de Siri AI bloqué en Europe. On va s'intéresser également au rachat de SFR pour 20,35 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre écosystème, pour nos factures et tout ça. Mais d'abord, sachez que un certain nombre de lycéens aujourd'hui planchent sur l'épreuve écrite de français. Et oui, c'est le bac français, là, ça y est. Aïe, 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 oui, ça remonte pour nous un petit peu. Mais alors, pour eux, il va se passer des choses. Peut-être pas cette année, mais des IA vont-elles corriger leur copie bientôt, peut-être en 2027? C'est la question qu'on se pose parce que ça accélère énormément dans ce domaine. Et pour lancer cette discussion, on est connecté avec Jonathan Bannon. Bonjour, Jonathan. Oui, bonjour Delphine. Vous êtes le CEO de Aide.ai, qui est un assistant pédagogique qui fait notamment de l'aide à la correction de copies papier, une société qui est déployée dans plus de 200 établissements déjà en France, et puis vous exportez aux États-Unis. Vous travaillez aujourd'hui donc avec l'éducation nationale, vous avez des expérimentations en cours. En revanche, vous ne travaillez pas sur le baccalauréat, on est d'accord. Les IA ne vont pas corriger les copies du bac cette année. Oui, on est d'accord. Okay. Les copies du bac et du brevet sont des copies vraiment très spécifiques parce que reliées à des examens nationaux. Et donc nous, si on travaille avec l'éducation nationale et on est habilité à traiter des copies d'élèves tout au long de l'année, on n'est pas habilité aujourd'hui à traiter des copies de bac ou du brevet. Par contre, on est largement utilisé pour des copies de bac blanc pour s'entraîner au bac et au brevet. Ok, expliquez-nous pourquoi justement vous n'avez pas cette habilitation, qu'est-ce qui freine? Est-ce que, aujourd'hui on parle d'expérimentation, est-ce qu'il y a des freins techniques peut-être déjà? Je pense qu'il y a deux choses principales. La première, c'est un principe de précaution qui est de dire que quand on touche aux copies et à l'évaluation, on touche quand même au cœur de l'évaluation et l'impact d'une erreur sur le bac et le brevet, ça peut quand même être assez structurant pour un élève. Donc, il y a aussi ce côté où d'abord travailler avec des établissements sur plusieurs cycles scolaires complets pour vérifier la qualité et la fiabilité des corrections qu'on propose. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi un peu plus fondamental, qui est que l'intérêt principal de notre outil, outre le fait de faire gagner un peu de temps aux enseignants, c'est le fait qu'on va, à partir de l'analyse des copies qu'on fait, proposer des parcours de remédiation qui vont être adaptés à chaque élève en partant de leurs erreurs explicites. Et donc ça, c'est très efficace quand on travaille sur les évaluations du quotidien. C'est un peu moins utile quand on travaille sur les copies d'épreuves terminales comme le bac. C'est drôle, vous parlez de parcours de remédiation. C'est tellement pas dans le vocabulaire, je pense, des lycéens là, qui sont en train de plancher sur l'épreuve de français. C'est compliqué justement de s'adresser, quand on est une boîte de la tech, de s'adresser à l'éducation nationale, de parler comme les enseignants. Je pense que ça s'apprend. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut avoir en tête. C'est que enseignant, moi, je pense que c'est un métier magnifique qui n'est pas assez valorisé. Ça fait 15 ans que je fais des produits pour les enseignants. Avant de créer cette entreprise, j'ai créé un éditeur scolaire, papier et numérique, pendant plus de 10 ans. Et oui, il y a de la complexité, oui, il y a du challenge, mais il y a quand même aussi une reconnaissance très forte à travailler et à ensuite voir ces produits dans les mains d'enseignants et d'élèves. Donc oui, c'est challengeant, mais si on écoute les enseignants, ça peut aussi bien se passer. Et pour donner juste un élément, 25% de nos effectifs sont composés d'anciens enseignants. Ça nous aide aussi à garder la réalité du terrain en tête. Combien de copies ont déjà été corrigées par votre outil d'intelligence artificielle? Alors, on a dépassé les 100 000 copies et c'est en accélération forte. Pour vous donner une idée, sur ces dernières semaines, on est autour de 2000-2500 copies par jour qu'on corrige. Donc voilà, ça donne une idée de l'échelle. Là, évidemment, ça commence à baisser puisque les grandes vacances arrivent et ça reprendra en septembre.
Ouais, petite pause pour les IA aussi. C'est peut-être le bon moment pour former les profs, parce que en fait, le sujet, c'est quoi? C'est la fiabilité, vous l'avez dit, ça c'est super important, mais c'est aussi que les profs sachent bien s'en emparer, soient à l'aise avec cet outil, y trouvent un intérêt. Qu'est-ce que vous avez comme premier retour de leur part? En fait, ce qui va intéresser les enseignants dans l'outil, souvent on parle de la charge de travail des enseignants, qui est un élément réel, mais il faut savoir que la première angoisse des enseignants en France, devant la charge de travail, c'est l'impression de ne pas suffisamment aider leurs élèves. Parce que quand vous avez 100, 150, 200 élèves à gérer sur un an, c'est impossible humainement d'aider tout le monde. Et donc, en fait, l'intérêt qu'ils trouvent à l'outil et ce qui nous permet d'avoir de l'adoption, c'est qu'ils se rendent compte qu'avec cet outil, avec de l'IA utilisé de cette manière, au lieu d'aider 5 à 8 élèves par classe, ils peuvent en aider 10, 12, 13, parce qu'en fait, avec l'IA, ils peuvent faire plus de travail sur plus d'élèves en parallèle. Et c'est vraiment là où on arrive à les convaincre. La correction de copie, c'est un peu un appel qui va les rendre curieux. Ils vont tester, voir la qualité des corrections qui est aujourd'hui réelle, et c'est pour ça qu'on est dans des centaines d'établissements. Mais ce qui va vraiment les faire accrocher, c'est ce côté de dire, en fait, j'ai un outil qui va m'aider à aider plus d'élèves pendant mon année. Génial. Enfin, je dis génial. Je sais pas, on va faire un petit tour de carton rouge, carton vert pour l'utilisation de l'IA pour corriger les copies. Vous dites quoi? Carton rouge, oui, c'est top. Carton vert, par l'inverse, pardon. Carton vert, oui, c'est top. Et carton rouge, non, attention, là, on va trop loin. Alors, mettez bien vos cartons devant vos micros, qu'on voit exactement pourquoi vous votez. Ok, un carton rouge du côté d'Alexandra. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, c'est le côté peut-être juridique, mais la correction, quand on parle d'éducation, avec l'AIACT, c'est des systèmes d'IA qu'on considère à haut risque, comme l'a dit justement Jonathan. Quand on commence à corriger des copies, on va atteindre les droits et les libertés. On peut potentiellement exclure des élèves sur ces corrections-là. Donc, donner ce pouvoir-là à l'IA, moi, ça me gêne un peu. Il a parlé d'accompagnement personnalisé, etc. Moi, je trouve que c'est très intéressant sur ce point-là. La correction en elle-même, laisser l'IA corriger des copies et donc sanctionner, je suis pas très à l'aise. Alors, je sais pas ce qu'ils ont mis en place, etc., les algorithmes, la transparence, etc. Mais est-ce qu'il y a quand même un humain qui va vérifier cette correction? Enfin, je suis pas encore très à l'aise avec la notion de correction, en tout cas de copie, pour les IA. Alors, pour défendre, Alain? Moi, je trouve que tant que ça touche pas les épreuves nationales et que c'est du contrôle continu, il y a une boucle de contre-réaction possible. Le prof et ses élèves, les copies sont rendues, corrigées par une IA, et on peut en parler. Il y a des corrections injustes de la part des profs aussi. En fait, il y a une notion d'objectivité que permet l'IA qui est quand même aussi intéressante. Sauf qu'il y a aussi une notion de biais imposée par l'IA qui est très dangereuse. Donc, c'est vraiment la limite de l'exercice. L'humain dans la loupe, qui permet effectivement derrière de rebalancer les choses, est probablement une solution, comme dans toutes les solutions IA. L'IA doit devenir un adjoint du prof et ne pas remplacer le prof. Mais c'est ce que vous faites. Enfin, il n'y a pas de débat, quoi. Enfin, c'est juste quand on en sera à l'IA corrige les copies, c'est-à-dire que les humains seront évalués par les machines. Là, on aura changé d'époque. Il y a un peu. On laisse répondre Jonathan. Oui, je pense qu'il y a deux éléments qui pourraient peut-être vous rassurer. Le premier élément, c'est donc l'outil a été conçu en lien avec l'Académie de Lyon, et au centre de la plateforme, il y a ce qu'on appelle l'agentivité de l'enseignant. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne s'adresse jamais à un élève directement. Et en fait, l'enseignant est dans toutes les boucles de validation. Donc en fait, on ne peut pas rendre une copie corrigée directement de la plateforme à l'élève, ça n'existe pas. Il y a forcément un contrôle enseignant à un moment, à tous les niveaux de la plateforme. Donc ça, c'est hyper important, effectivement. Et le deuxième élément, c'est l'effet qu'on a vu lié à la transparence que ça permet, puisqu'en fait, pour donner une idée, un prof corrige en moyenne une copie toutes les 8 minutes. On a demandé à des profs de corriger les copies avec le niveau de détail qu'on fournit. Ça prend entre 1 heure et 1 heure et quart par copie, par copie. Donc, c'est énorme. Et en fait, avec ce niveau de détail, on s'est rendu compte que ça avait plein d'effets d'externalités positives. Par exemple, la pacification des relations entre les parents et les enseignants. Parce qu'il n'y a plus le côté pourquoi est-ce que mon enfant a une 9 sur 20, est-ce que ça ne revient pas. Alors là, d'accord. Comment je me défausse? Et en fait, c'est pas se défausser, c'est qu'en fait, tout est extrêmement détaillé. Et donc, un parent qui veut comprendre la note de son enfant, il a le compte-rendu et l'analyse sous les yeux. Et donc, il voit précisément pourquoi son enfant a une certaine note. Et donc, ça objective d'une certaine façon.
D'accord. Moi, j'ai mis un carton vert, mais en fait, je me dis, ça va très vite être dépassé, parce que le problème aujourd'hui de l'intelligence artificielle, enfin le problème, en tout cas, la question qu'elle pose, c'est que va-t-on apprendre aux élèves et comment est-ce qu'on doit les évaluer demain? Et peut-être que votre outil, il est génial et tout ça, mais comment est-ce qu'il va faire pour s'adapter à ce nouveau défi qui est cette quête d'une recherche de la bonne évaluation de l'intelligence qu'on crée dans les cerveaux des enfants? Voilà, je vous quitte là-dessus, Jonathan Bannon, parce qu'on a plein d'autres sujets à aborder dans notre débrief. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le CEO de Ed AI. Allez, on s'intéresse désormais au rachat de SFR, donc par Orange, Bouygues et Iliad pour 20,35 milliards d'euros. Une opération qui doit encore être validée par l'autorité de la concurrence ou la Commission européenne, puisqu'on a le groupe Iliad qui a des activités au-delà des frontières françaises et suffisamment importantes peut-être pour que la Commission européenne s'en mêle. C'est ça, Alexandra? Exactement. Il y a des taux de somme à dépasser. Alors, ça n'a pas encore été défini, mais ça peut être la Commission et ça peut être aussi renvoyé en France vers l'autorité de la concurrence si on apprend que c'est strictement français, que les enjeux sont strictement français. Donc, ça va dépendre. Ce qui semble être le cas quand même. Plutôt. Après, peut-être que Stéphane sera mieux à répondre que moi sur cette question-là. A priori, on n'est quand même que sur le périmètre France. Donc la Commission, compte tenu de la taille de l'opération, peut s'en saisir. Mais l'impact marché, en termes de risque de distorsion de concurrence, est principalement sur le marché français. Sauf si la Commission considère que la modification des positions sur le marché français donnerait un avantage concurrentiel fort à l'un ou l'autre des trois acteurs sur ces autres marchés. Avec Iliad, en fait, qui est régulé par Bruxelles. C'est ça le sujet. Alors, il y a la question donc de la répartition des clients qui est plutôt explicite désormais. 25 millions de clients quand même qui vont changer d'opérateur. Donc, ça pose plein de questions. Mais enfin, je crois qu'on a encore un petit peu de temps pour regarder ça dans le détail. Et ça pose la question de ce que ça va changer sur le marché français. Je voulais savoir déjà si vous mettiez un carton rouge ou un carton vert à cette opération. Vous vous dites que c'est bien ce retour, cette consolidation, ce retour à 3 opérateurs, ou non? Vous êtes pour ou contre? Allez. On a encore Alexandra qui est dans le... pas contente aujourd'hui. C'est mal réveillé, ça. C'est intéressant. Je pense que je suis peut-être la moins bien placée pour en parler. Moi, ça me fait un peu peur, juste. Mais peut-être juste d'un point de vue consommateur. Pour les tarifs, potentiellement les augmentations de tarifs, il y a moins de concurrence. Donc potentiellement... Voilà. C'est tout ce que j'ai ajouté sur ça. Je vais laisser peut-être ceux qui... Allez, Stéphane. Qui connaissent mieux que moi en parler. Alors... C'est de toute façon une logique européenne de se dire que l'analyse qui a été menée par Draghi dans le rapport était de dire qu'au-dessus de 3 opérateurs, l'impact concurrence est quasiment nul. Donc du numéro 4 et du numéro 5 n'apportent rien d'un point de vue concurrentiel. Et donc, à l'inverse, le gain pour les consommateurs Attendez, parce qu'avec l'arrivée de Free Mobile, c'est pas ce qu'on a constaté quand même. Ouais, c'est ça. Mais qu'en fait, on avait un trublion qui est arrivé et qui a disrupté le marché. Mais une fois que le marché s'est stabilisé, c'est ce qui s'est passé dans tous les pays européens. Le passage de 3 à 4 puis 5, et dans certains pays, le passage de 5 à 4 ou 4 à 3, ne modifie plus la tension concurrentielle. Quand on a des positions qui sont très établies, en fait, il devient difficile d'avoir un vrai changement de panorama concurrentiel. Et donc, de ce point de vue-là, et à contrario, il y a des investissements colossaux à faire dans les réseaux, dans les technos, dans les infras, notamment avec les data centers, et le développement de l'IA, le développement des usages implique pour les opérateurs une continuité d'investissement qui est significative. Et dans ce cadre-là, quand on est sur un marché qui est trop découpé, alors on n'a pas d'impact négatif sur les prix, mais en revanche, on a un impact négatif sur la capacité d'investissement des opérateurs dans le renouvellement de ces réseaux, dans l'innovation. Même s'ils peuvent aller chercher, on dit que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué d'aller chercher de la croissance pour les opérateurs sur le marché français parce que il est stabilisé. On va pas inventer des nouveaux abonnés au mobile et au fixe aujourd'hui en France. En revanche, ils peuvent aller chercher de la croissance à l'international, y compris dans les pays européens. C'est ce qui se fait. C'est ce qu'ils font. Bon. Alors. Oui, mais c'est un autre sujet. Effectivement, le 3, ça s'avère être un équilibre dans tous les pays, enfin, ce qu'on constate.
Je te rejoins tout à fait sur le fait qu'un 4e disrupteur, ce serait toujours bien. Quand même. Il faudra lui laisser le temps, mais on a laissé le temps à Free et on a même donné les moyens. Orange de lui filer une partie de son réseau. Enfin, ça c'est quand même bien fait. Après, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il y a trop d'argent à investir par opérateur. Quand ils sont 4, chacun a moins de clients. À un moment, ça rejaillit sur chacun des clients parce qu'ils sont moins à supporter la charge d'investissement. Et c'est soit plus cher, soit plus tard. La 5G n'arrive pas. Non, c'est... Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est une consolidation. Ça veut dire qu'on se donne quand même aussi les moyens, c'est pour ça que j'ai mis un vert, de renforcer nos géants dans les télécoms. Voilà. Oui. Et comme on cherche des champions européens, c'est toujours bien de se dire, bon, ok, on ne leur tire pas une balle dans le pied, on ne va pas les empêcher de se consolider. Ils sont tous d'accord, ils se répartissent ce gâteau de plus ou moins de manière égalitaire pour pas qu'il y ait de nouveaux monopoles qui se recréent. Donc voilà, si ça permet de faire émerger des champions, moi je dis carton vert. Mais c'est vrai que sur la question de l'augmentation des prix, je pense que c'est inévitable, même sans la consolidation d'ailleurs. C'est ce que je disais à la montagne là, qui m'interrogeait là-dessus, c'est qu'il y a un tel contexte aujourd'hui et la possibilité avec la 5G d'offrir des offres premium, différenciées, tout ça, que je pense de toute façon les prix vont augmenter, Alexandra. Et quand même, en ayant en tête que le marché français est l'un des plus compétitifs en Europe, que le prix payé par les consommateurs est un des plus bas en Europe, et qu'on a effectivement eu le meilleur de la concurrence en termes de prix. On a aussi eu beaucoup d'innovations sur le marché français, ce qui permet à au moins 2 des 3 opérateurs qui vont rester de s'être développés à l'international avec des offres innovantes, mais sans oublier que quand on compare le marché européen où on a globalement une 60aine d'opérateurs pour un marché de 350 millions de consommateurs, quant aux US, on en a 3 pour un marché. Et la Chine, 1,5 milliard, 3 opérateurs. Donc on ne joue pas dans la même cour. Et il y a un moment où, effectivement, si on veut que les opérateurs européens... Oui, mais je vais vous dire, aux États-Unis, ok, il n'y a que 3 opérateurs, mais il y a des géants de la tech qui les aident largement quand même à financer leur réseau et leur montée en gamme technologique. Ce qu'on n'a pas ici, on n'a pas le faire cher qui impose aux big tech de nous aider. Mais c'est pour dire ce que tu disais juste avant. Pour une fois, le régulateur arrête de mettre le consommateur au centre. Pardon Alexandra, mais on met tellement le consommateur au centre qu'on s'interdit d'avoir des champions. Pour une fois, on est en train de changer, donc moi je mets un 2e carton vert. Ouais. Bon, enfin attends, parce que c'est pas encore validé. Hein. Oui, bon, enfin, le partage est équitable. Enfin, ça a l'air bien. Ils ont été malins, quoi. Allez, on passe à la revue de presse. On commence avec l'usine digitale qui titre 920 millions de dollars par mois. Après Anthropic, Google accède également aux infrastructures IA de SpaceX. On est évidemment à la veille de l'introduction en bourse de SpaceX. Je vous demande un pari, là. Le carton rouge, carton vert, c'est un pari. Est-ce que ça va être une belle IPO pour SpaceX ? Oui. Ou est-ce que ça va être un peu raté ? Alors là, vous mettez un carton rouge si vous ne croyez pas à cette introduction en bourse pour SpaceX. C'est des paris qui ne valent que ceux qui, d'accord, qui y croient parce que bon, on n'est pas des experts. Il faut regarder Smart Bourse pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Bon, pourquoi on y croit ? On croit à cette belle story de SpaceX. D'abord parce qu'il est agile. Ah non. D'abord parce qu'il est agile. Il a commencé par faire des lanceurs pour se dire, je vais faire des constellations de satellites. Alors, des gens comme Ariane n'ont juste pas vu le coup. Quand on a lancé Ariane 6, on n'avait pas vu que les constellations de satellites, il fallait des lanceurs réutilisables. Donc voilà, sa constellation, il est le premier à tirer le plus vite. Je rappelle que les ressources sont rares. Hein. Donc là, je crois que plus de la moitié des ressources fréquentielles des constellations, des satellites basse altitude, sont chez SpaceX. Donc ça, c'est une rente qui vaut énormément d'argent. Maintenant, et puis il est tout intégré, il a toute la chaîne en fait. Hein, mais oui, c'est ce que les autres n'ont pas. Et quant à l'histoire de proposer en location ces ressources, il fait du AWS. Ça, c'est rien d'extraordinaire. Ouais. Avec un truc AWS, quand il prête ses machines... Amazon, oui, pardon. Quand Amazon prête ses machines, il prête aussi un peu plus, mais il fait de l'espionnage. Il y a plein de boutiques, de marchands qui ont fermé parce que Amazon a compris ce qu'il fallait faire, elle a fait à sa place. Donc, Grok marche pas bien, on est d'accord. Évidemment, tout est ultra protégé, on peut raconter ce qu'on veut. Tu soupçonnes l'ouverture je ne soupçonne pas, je le constate. Ressources de calcul pour pouvoir améliorer son IA. Tu prends GCP, tu prends AWS. Ouais. Dans les deux, il est démontré que les acteurs en question utilisent apprennent
de ce qui est hébergé chez eux pour améliorer leurs services. Moi, je peux pas dire que je crois pas qu'Elon Musk soit un saint là-dessus. Non, c'est sûr. Mais en revanche, c'est un bon entrepreneur. Ouais, et ce qu'il a réussi à monter, ce qu'il a créé avec SpaceX est juste impressionnant. Et aujourd'hui, on a effectivement une entreprise qui n'existait pas il y a 15 ans et qui est en volume de lancement le numéro 1 mondial. Et qui faisait des choses dont tout le monde, les experts disaient c'est impossible. C'est impossible, effectivement. Le lanceur réutilisable, c'est impossible. Ouais. Il l'a fait, il l'opère bien, et derrière, il le rentabilise. Donc là, on est sur des métriques qui, globalement, sont plutôt favorables à une IPO réussie. Et puis là, on voit qu'il est capable de signer des gros contrats. Donc, il s'attaque à un marché qui est très peu réglementé, en plus. Le droit de l'espace, etc. Ouais. Il y a très peu d'accords internationaux, etc. Donc, il est... pas suffisamment, et donc il prend des places, bien sûr. Il prend de la place. Il peut créer aussi quand même une limite sur, justement, la gestion des fréquences. Ouais. Parce que quand on a une constellation, et en fait que derrière, on veut opérer sur des marchés qui, eux, sont réglementés, le marché télécom, il va falloir en fait être capable de gérer l'ensemble des régulateurs des marchés locaux. Quand on est positionné number one, on peut imposer un peu son standard et ses règles. Bon, ça pose une question. Ok, en tout cas, il faudra effectivement comparer les promesses versus le réel quand même à un moment. Politico titre: l'UE va poursuivre la France et l'Espagne pour leur retard dans l'adoption d'une loi sur la cybersécurité. Alors, on parle de quoi exactement? On parle de la directive REC sur la résilience des entités critiques et pas de NIS 2. On parle de REC. C'est ce que j'ai vérifié, c'est ce que précise. Le projet de loi, en fait. Oui, en France, effectivement, on a un projet de loi résilience qui englobe un petit peu tout ça. Mais donc, on a eu une réaction du cabinet de Anne Le Hénan. Je ne vais pas vous la lire, mais en gros, elle dit qu'elle ne commande pas les procédures éventuelles engagées par la Commission. Intéressant. On a eu, plus intéressant, un communiqué du député Latombe et d'Olivier Cadic aussi, qui disent, bon là, il faut vraiment se dépêcher, il y a une urgence. Aujourd'hui, il y a une faille de données sans arrêt. Alexandra, pourquoi ça n'avance pas? Mais en fait, la France est en avance, je pense, parce que en octobre 2027, la Commission va devoir revoir, en tout cas, NIS 2, et puis il y a des actes d'exécution qui vont rentrer, etc. Donc peut-être que la France attend en fait qu'il y ait une évolution législative. Non, mais le sujet, c'est pas plutôt que la France, pour l'instant, pas mis ça du tout. Oui, c'est pas du tout la priorité. Et puis, comme dit très bien Philippe Latombe dans son communiqué, c'est que ça nous rend faibles vis-à-vis des négociations au niveau européen sur les prochaines réglementations, etc. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et il y a peut-être aussi le sujet du chiffrement, parce que tout ne plaît pas dans le texte tel qu'il est aujourd'hui. Effectivement, il y a un article 16 qui impose, que l'État aimerait bien qu'il y ait une dérogation et qu'il y ait des portes dérobées, ce qu'on appelle des backdoors, dans les systèmes de communication chiffrés pour l'État, pour l'enquête, etc. Et en face, on dit, non, c'est aussi des failles possibles et des problèmes de cybersécurité de laisser ces backdoors ouvertes. Donc, c'est aussi un point aujourd'hui et bloquant. C'est un point sur lequel on n'a rien au niveau européen, on n'a pas de direction là-dessus, sur la protection du chiffrement? Alors, sur la protection du chiffrement, on a plein de choses. Sur les backdoors, précisément, je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'est souvent assez quand même secret, ce genre de négociation. Enfin, en tout cas, ça doit le rester. Donc, on n'a pas aujourd'hui de statistiques sur ça. Il faudrait, mais c'est ce que cherche à faire ce texte, en fait, c'est vraiment institutionnaliser cette protection du chiffrement. La rendre transparente, au final. Quand on sait qu'on est quand même le deuxième État le plus touché en termes de cyberattaques, la France est le deuxième État le plus touché, on devrait quand même mettre en place, et on sait que NIS 2 en fait partie des réglementations qui ont aidé à augmenter la cybersécurité et les mesures mises en place. Un mot là-dessus, Alain, Stéphane? On est en retard, il faut avancer. Voilà, on est d'accord. Donc on met plutôt un carton rouge ou un carton vert au gouvernement? Le gouvernement rouge. On va mettre un rouge parce que là, il faut vraiment accélérer sur la résilience de nos organisations. On passe à 01net qui titre: Siri AI bloqué en Europe, Apple attaque Bruxelles. Mais qui a vraiment raison? On pose cette question. 01net, puisque effectivement, les deux versions ne sont pas cohérentes. Apple nous dit que Bruxelles a refusé une des propositions qu'il a faites pour permettre d'avoir Siri AI en Europe, et Bruxelles dit non, pas du tout. En fait, ils n'arrivent pas à se mettre en conformité avec nos règlements. Regard de l'avocate, et puis après je vous fais réagir, bien sûr. Oui, alors rapidement, il y a le règlement qui s'appelle le DMA qui est entré en application en mai 2023, je crois, et qui
impose des obligations à ces très grandes plateformes, notamment des obligations d'interopérabilité. Et en fait, Bruxelles demandait à Apple d'ouvrir son IA et de la rendre interopérable avec d'autres IA comme Gemini, par exemple, OpenAI et compagnie. Et Apple a dit, je ne peux pas le faire tout de suite, laissez-moi 18 mois. Et la commission a dit non, on ne laisse pas de temps On négocie pas avec les règles. Exactement, on négocie pas. Et donc Apple a répondu, dans ce cas-là, je ferme le marché à la France sur mon IA. Et je pense que c'est d'une certaine manière bien joué d'Apple parce que c'est un coup de com'. Et puis la pression va venir au final des consommateurs envers le législateur. C'est ça qu'ils veulent, je pense, d'une certaine manière aussi. Parce que le DMA n'interdit rien en soi. Il faut juste qu'ils se mettent en conformité avec le DMA. Mais le DMA n'interdit pas à Apple de venir sur le marché européen à partir du moment où il se met en conformité. Mais le résultat est que on n'aura pas tous accès à toutes les fonctionnalités, parce qu'il y aura quand même de l'IA dans le nouvel iOS qui permettra d'améliorer vos photos, par exemple. Mais on n'aura pas accès à tout. Alain, réaction là-dessus? J'ai l'impression... Alain, est-ce que tu te dis, Bruxelles, je lui mets un carton rouge parce que vraiment, ça nous met à la traîne? Absolument. Ah bah tiens, et pas seulement pour ça. Et pas seulement pour ça. Quand on lit les réactions de tous les politiques, ils n'ont pas compris. Il n'y en a pas un qui cherchait à commenter la proposition d'Apple. Et la proposition d'Apple, je la trouve particulièrement sensée, parce qu'à faire des règles qui sont forcément en retard, le job des boîtes techniques, c'est de dire, OK, vous faites cette règle, moi je pense qu'il y a ça comme faille supplémentaire, en l'occurrence c'est exactement ce qui pourrait se passer, et moi Apple, je dis non. Il y a une faille trop élevée, je vous propose une solution. Et que font les régulateurs? Ils disent, circulaire rien à voir, tu dois faire ça parce que je l'ai écrit. On applique le texte. Eh ben non. Stéphane. Non. Mais alors, pour le coup, ça vient quand même contrevenir à la logique intégrée d'Apple, qui est justement l'absence d'interopérabilité. Mais ils l'ont proposé. Non. En fait, ce qu'ils proposent, c'est une interopérabilité très limitée, qui ne permet pas aux agents, en fait, justement, l'agentisation de l'ensemble et la coordination. Or, la valeur de l'IA, en tout cas pour les entreprises, sur le marché des personnes physiques, c'est différent. Mais pour les entreprises, le gisement de valeur, il est justement dans l'interopérabilité complètement ouverte et dans la coordination des agents. En fait, il propose qu'il y ait un intermédiaire. Il propose qu'il y ait un intermédiaire pour la validation, mais que cet intermédiaire, quand même, embarque les protections de sécurité d'Apple. Exactement. Il dit, vous avez mais ça veut dire qu'il reste systèmes. Apple Oui, dans mais la sauf boucle. qu'en fait, derrière, il y a comme toujours... Validation, en fait. Validation et péage. Oui, surtout. Il se cache un peu derrière la sécurité quand même. Moi, je trouve. Mais donc aujourd'hui, en fait, c'est pour Apple, le problème est que les autres fournisseurs prennent pied sur le marché et qu'il va falloir qu'ils soient bien meilleurs que les autres en termes d'offres pour récupérer les clients. Alors ça se fait assez vite, puisque les gens sont passés instantanément d'OpenAI, enfin de ChatGPT à Claude. Bien sûr. Ils bougeront de Claude à Gemini ou à Apple IA dès que les solutions seront les meilleures. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est grave pour nous, finalement, utilisateurs, de ne pas avoir accès à toutes les fonctionnalités du Siri? Bon. Moi, j'utilise pas Siri pour des questions de protection de données déjà, donc. Voilà, on verra ce que nous en disent les Américains quand ce sera sorti. C'est pour ce mois d'octobre. Allez, Alexandra Iteanu, je vous remercie beaucoup d'être venu avec nous. Alain Staron, Stéphane Villard également. C'est la fin de ce débrief de l'Actu Tech. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre direct à 10h45, et puis on se retrouve aussi lundi pour une nouvelle discussion sur la tech sur la chaîne Bismart.